Dès aujourd'hui, réinvestissez votre acompte de réduction d'impôt sur un projet essentiel et qui prend de l'ampleur, TV Liberté. Dès aujourd'hui, réinvestissez sur une télévision libre, autonome, indépendante, sans filtre, qui ne dépend ni des oligarques, ni des partis, ni des lobbies, ni de l'État. Dès aujourd'hui, réinvestissez cet acompte pour obtenir un nouveau crédit d'impôt pour 2019. La presse d'information est aux ordres? Alors, soutenez la presse alternative en 2019, année de tous les changements. Pour ce film du jour, j'ai le plaisir d'accueillir deux journalistes du quotidien présent, Anne Le Pape et Francis Bergeron. Bonjour Anne Le Pape. Bonjour Martial. Merci d'être sur TV Liberté. Bonjour Francis Bergeron. Bonjour. Merci à vous aussi d'être là pour évoquer dans un numéro hors série que je vous invite à découvrir dans vos kiosques et marchands de journaux, un numéro hors série de présent sur deux grandes voix de la droite nationale, François Brignot et Jean Madiran. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous demander de nous présenter succinctement et séparément ces deux personnalités hors normes qui ont été l'un et l'autre fondateurs, des fondateurs du quotidien présent. Alors, tout d'abord, François Brignot. Qui s'y colle? Ah, moi, bien Anne sûr. Le Pape. Alors, François Brignot, vous connaissez bien. Donc, François Brignot, que je connais bien, avec qui j'ai travaillé de longues années et sur qui j'ai écrit un petit livre, la seule biographie de François Brignot. François Brignot est un très grand journaliste qui a commencé après-guerre à France Dimanche et qui a eu plusieurs aventures, puisque à côté de son travail officiel, il aimait défendre ses idées, créer de petits journaux clandestins, notamment avec Antoine Blondin et Pierre Boutan. Semi-clandestin, je crois. Clandestin. Il n'y avait pas de signature, on ne savait pas qui avait écrit quoi, et c'était distribué de façon très, très aléatoire. Mais ça avait quand même un certain succès, ça lui avait lu sa place. Mais bon, il a été ensuite rédacteur en chef, je fais très court, je sais qu'il faut faire vite, rédacteur en chef de Semaine du Monde, un hebdomadaire lancé par Ersan. Et il a ensuite travaillé, pour ne citer que les titres les plus importants, à Paris Presse. Il a été grand reporter à Paris Presse, puis à l'Aurore. Et il a quitté l'Aurore quand l'Azuric lui a interdit de donner des papiers dans Minute, qui venait de se créer, alors que ça n'était pas stipulé dans son contrat. Il a préféré défendre ses idées plutôt que garder sa place, sa place d'excellent journaliste et de grand journaliste, avec tous les avantages que ça supposait, pour se consacrer à la défense de ses idées. Voilà. Juste un mot, alors il va y avoir François Brignot, mais il va y avoir d'autres personnages créés par François Brignot. On verra par exemple à National Hebdo, le journal proche du Front National, une Mathilde Cruz. Une Mathilde Cruz qui n'était jamais présente quand il y avait des dîners avec les lecteurs à présent ou des rencontres au BBR. Les gens auraient aimé rencontrer Mathilde Cruz, mais elle venait juste de sortir de la pièce ou elle n'était pas là l'après-midi en question. Les gens ne l'ont jamais rencontrée en chair et en os. Elle a même reçu une demande en mariage d'un vieux colonel. Elle n'a pas donné suite. Ouais, il n'y a que les juges qui la retrouveront. Francis Bergeron, vous me parlez bien évidemment de Jean Madiran. Alors quand on dit Jean Madiran, on pense bien sûr à présent, Jean Madiran, ils sont tellement liés. Oui, itinéraire. Oui, Jean Madiran, c'est un garçon qui se trouve un petit peu dans la mouvance de l'Action française, je dirais, notamment pendant la guerre et après-guerre. Et il va connaître deux aventures éditoriales vraiment de très haut niveau. Une première aventure, c'est la revue itinéraire, c'est cette fameuse revue itinéraire qui va être créée en 1955, je crois, et qui va perdurer jusqu'à l'affaire des Sacres, jusqu'en 1988 ou dans ces eaux-là. L'affaire des Sacres, excusez-moi, l'affaire des Sacres, oui, c'est c'est lorsque Monseigneur Marcel Lefebvre va sacrer des évêques, ce qui était un tremblement de terre pour l'Église, l'aile traditionnaliste, et même pour l'Église tout entière, enfin en tout cas l'Église de France. Puisqu'il n'avait pas l'aval de Rome. Oui, donc c'était un geste de rébellion en quelque sorte, ou de résistance selon le point de vue à l'égard de Rome. Et donc Madiran
c'est d'abord c'est un écrivain, enfin c'est un essayiste, on pourrait dire, c'est un essayiste, c'est aussi un polémiste dans le domaine spécialement religieux et dans le domaine de la presse. Il a écrit plusieurs ouvrages sur le progressisme dans l'Église, sur la pénétration communiste dans l'Église. Il a écrit notamment 2 livres qui s'appellent « Ils ne savent pas ce qu'ils disent, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et c'est à la suite du succès de ces publications-là qu'il va lancer la revue itinéraire, qu'il dit il faut créer une revue catholique, une revue de bonne tenue. Et il va créer cette revue avec un certain nombre d'intellectuels catholiques, comme Louis Salleron, comme Henri Massis, qui était membre de l'Académie française à l'époque. Donc il va développer cette revue. Ça, c'est la première aventure, une aventure qui va durer une trentaine d'années et qui est extrêmement importante. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens recherchent les vieux numéros d'itinéraire et essayent de se constituer une collection complète de cette revue. Parce que cette revue, elle est à la fois doctrinale sur le plan religieux, et je crois que c'est ce qui faisait d'ailleurs le fond de son public. C'était les prêtres, les communautés religieuses, les communautés monastiques et les individus et les catholiques français qui, devant l'évolution de l'Église, voulaient entrer en résistance, en quelque sorte, avaient besoin de biscuits intellectuels. Mais c'est aussi une revue culturelle, c'est aussi une revue qui, sur le plan de l'art, de la littérature, a été une revue importante, avec des gens comme Henri Pourrat, par exemple, ou des sculpteurs comme les frères Charlier. Enfin, il y avait vraiment... cette revue a fédéré des talents littéraires, des talents culturels, et puis aussi des hommes d'église et des gens qui voulaient se battre sur ce terrain. Et la deuxième grande aventure de Madiran, c'est le quotidien présent. C'est que le quotidien présent, il doit son existence donc à François Brignot, dont nous venons de parler. Qui, lui, avait une grande expérience de la presse quotidienne. Oui. Et à Jean Madiran, qui, lui, avait un public à lui, parce que c'était peut-être le plus grand intellectuel catholique du moment. Ça peut paraître curieux, parce qu'il n'a pas la notoriété d'un Mauriac, évidemment, d'un Bernanos, d'un Gilson, de ces gens-là, mais il a, sur le plan de la perception des évolutions mortifères de l'Église catholique, qui se sont confirmées, et puis qu'aujourd'hui, il suffit de voir les statistiques, ne serait-ce que de pratiques religieuses, pour se dire qu'il avait tout compris et tout vu à l'époque, eh bien... il avait donc ce public, et en 1982, avec François Brignot, personnage très différent, ils créent tous les deux, et puis quelques autres amis, comme Bernard Antony notamment, il va créer le quotidien présent. Et le quotidien présent, c'est une aventure qui leur est commune, parce que l'un comme l'autre ont envie de recréer un quotidien dans l'esprit, dans la mouvance, disons, de cette action française quotidienne qu'avaient illustré Maurras, Bainville et Daudet. Alors vous me dites, moi j'ai bien connu aussi, j'ai connu bien sûr François Brignot et Jean Madiran, bien évidemment, personnalité, je dis, hors norme, qui domine la pensée intellectuelle et journalistique de leur époque, incontournable, dirait-on aujourd'hui, mais dans mon esprit quand même, des personnalités très, très différentes. D'ailleurs, dans le hors-série, on le sent, parce que dans le tableau que vous faites, on a des difficultés à trouver les points communs entre Brignot, le polémiste de cœur, dit Jean-Marie Le Pen, et Jean Madiran, le Maurras joyeux, dit Alain Sanders. Alors, quels sont les points communs? Probablement, peut-être l'amour de la patrie, l'amour du pays. Indéniablement. Ce sont des gens de droite. La définition même de l'homme de droite est qu'il reconnaît qu'à sa naissance, il a reçu énormément un pays, une langue, une civilisation, qu'il doit rester fidèle à cet héritage et, si possible, l'enrichir. Je crois que l'on peut dire que, vraiment, tous les deux étaient en cela de vrais hommes de droite. Par exemple, ensuite, oui. Francis a mais fait... Brignot et Madiran, Madiran, intellectuel catholique, Brignot, journaliste, polémiste, intellectuel, le terme catholique ne va pas forcément de soi? Alors, vous avez remarqué tout de même qu'il y a des papiers signés par des prêtres consacrés aussi à François Brignot. Il y a un très beau papier de l'abbé Laurence. J'ai vu ça, oui. Et un beau témoignage.
et l'entretien avec l'abbé Aulagnier qui raconte l'aventure de l'Anti 89. Donc oui, François Brignot, c'est vrai, n'était pas baptisé, mais c'était, je dirais, pour reprendre une expression utilisée pour un autre parti, un compagnon de route de l'Église catholique traditionnelle. Alors, point commun, toujours sur cet amour de la patrie? Alors bien sûr, mais moi je dirais que quand on regarde justement la personnalité d'un Charles Maurras et d'un Léon Daudet, on a deux personnages qui n'ont aucun point commun. Ni dans leur centre d'intérêt, ni dans leur engagement personnel, et dans leur itinéraire. Parce que l'itinéraire de Léon Daudet, on le connaît, c'est un fils de la République, et puis ses liens avec la famille de Victor Hugo, etc. Et puis de l'autre côté, Charles Maurras, ce chouan du Midi, ce royaliste du Midi de Martigues. Il n'y a pas de point commun. Il n'y a pas de point commun dans les goûts de Léon Daudet et de Charles Maurras. Léon Daudet, on pense à Céline, à Louis-Ferdinand Céline, mais Céline, et Maurras, c'est Anatole France. C'est-à-dire que c'est antinomique. Eh bien, Brignot et Madiran, c'était exactement ça. Et c'est ce qui a fait la réussite du journal Présent. C'est ce qui a fait que, dans un univers qui était totalement monopolisé par la gauche sur le plan intellectuel, qui était marginalisé sur le plan politique à cette époque-là, soit phagocyté par le gaullisme, soit, je dirais, contrôlé par les 68 arts et ce qui avait suivi les années 68, eh bien, nous avons un quotidien qui, tout d'un coup, naît de rien, sort d'une boîte à chapeau, en quelque sorte, et si, au départ, énormément de gens ont eu des doutes sur la crédibilité, la pérennité de Présent, ben, force est de constater qu'aujourd'hui, nous sommes presque à 40 ans plus tard, 37 ans plus tard en tout cas, du lancement de ce journal, et que Présent est toujours là, et que Présent est relativement incontournable, du moins dans la presse papier, et dans la presse papier, disons, de notre famille. Alternative. La presse alternative. Est-ce que l'autre point commun aussi qu'on peut relever, c'est quand même la forme d'anticommunisme. Alors, les plus jeunes se disent que c'est quelque chose d'un peu lointain, mais l'anticommunisme, c'est quelque chose d'essentiel. Bien entendu, bien entendu. François époque-là. Brignot disait toujours que s'il n'était anticommuniste, s'il n'était pas anticommuniste depuis 1917, c'était parce qu'il n'était né qu'en 1919. Voilà. Donc non, profondément anticommunistes, l'un et l'autre, François Brignot et Jean Madiran, indéniablement. Luttant contre cela, l'un et l'autre, et Jean-Marie Le Pen le rappelle dans le très bel entretien qu'il accorde à Présent dans ce numéro. C'est vrai que l'anticommunisme, aujourd'hui, on a plus de mal à le percevoir parce que le mur de Berlin est tombé, tout simplement. Mais il faut bien se rendre compte, et là, effectivement, les plus jeunes, il faut leur raconter cette histoire. C'est que l'Europe a été divisée par un mur, mais je dirais, extrêmement peu franchissable. Et de l'autre côté de ce mur, nous avions nos frères de l'Est qui étaient persécutés. Et ce n'étaient pas des persécutions marginales, ce n'était même pas enfin, on était dans le génocide ou dans le crime politique organisé, et ça a duré quand même jusqu'en 89. Alors, là où j'introduirais une nuance, c'est que l'anticommunisme était quand même un sentiment relativement partagé en France, notamment par les socialistes, par exemple, enfin une grande partie des socialistes, du moins jusqu'à François Mitterrand, mais on avait un sentiment anticommuniste assez fort, et s'il n'y avait pas eu autre chose, l'anticommunisme n'aurait pas suffi à fédérer, je dirais, l'action et l'envie de travailler ensemble de Brignot et Madiran. Alors j'ai trouvé un autre point commun, celui-ci est fédérateur. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on appellera le politiquement incorrect. Alors là, Brignot et Madiran, alors là, ils osent tout. Alors il faut savoir, oui, que Brignot a eu un nombre de procès assez important, surtout quand il disait de Minute que Minute collectionnait les procès comme on collectionne les timbres. Donc, pour vous donner une idée, et il y a eu également une suite d'attentats contre Minute, puisque les voisins appelaient l'immeuble Beyrouth-sur-Seine. Bon. Il y a eu un attentat également en 1972 chez François Brignot, qui a gravement blessé les boueurs qui a eu le malheur de ramasser le sac contenant la bombe. Les boueurs algériens, d'ailleurs. Les boueurs algériens qui a perdu un œil et une main, tout de même. Donc, oui, procès, attentats, on a essayé de les faire taire. Et Présent a eu des procès également. Mais Brignot, c'est un provocateur.
Anne Le Pape, c'est un provocateur. Un des procès ou une des grandes campagnes polémiques qu'on a dit, c'est parce qu'il dit d'Anne Sinclair, je crois, de mémoire, une pulpeuse charcutière cachée. Après, il savait par définition que la réplique serait forte. Mais est-ce que vous avez déjà lu Léon Daudet ? À l'époque, on pouvait écrire et dire des choses, et effectivement, qu'on ne pouvait déjà plus dire du temps de François Brignot. Et pas seulement à droite. Exactement. Mais donc, la chape de plomb est très lourde, mais de toute façon, Brignot avait une personnalité qui faisait que plus on lui défendait de dire les choses qu'il sentait vraies et nécessaires, plus il avait envie de les dire. Alors, et Jean Madiran, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y avait quand même aussi dans cette persécution un caractère systématique? Je me rappelle d'un procès surréaliste où Jean Madiran avait évoqué le journaliste du Monde qui suivait la droite nationale, qui s'appelait Olivier Biffaut, et il avait dit Biffaut, c'est 2 fois faux. C'est Alain Sanders. C'est Alain Sanders qui avait dit. Ouais, c'est donc Présent était persécuté pour ça et devant les tribunaux pour quelque chose qui nous paraît totalement anodin sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Il y avait à l'époque, mais ça a duré quand même très longtemps, et je dirais que ce n'est pas une période qui est terminée, mais il y avait une volonté de contenir la droite nationale, disons, pour faire simple, de la contenir dans une semi-confidentialité ou dans une semi-clandestinité, justement. Et Présent est percé ne serait-ce que parce que Présent est en vente dans les kiosques, parce que les affiches de Présent sont affichées sur tous les kiosques. En ce moment, on voit l'affiche avec le portrait de Jean Madiran et de François Brignot. Portrait fait par Ignace, que je salue et que je remercie. Absolument. Et la mise en page de Thierry, notre monteur, est remarquable aussi. Et donc, Présent perçait ce plafond de verre, enfin cette interdiction, remettait en cause cette espèce de tabou non écrit, évidemment. Et donc, effectivement, Présent a eu un certain nombre de procès. D'autre part, les lois ont évolué, donc peu à peu, la liberté d'expression s'est réduite en France, dans des proportions relativement inattendues. Quoique, sous De Gaulle, on l'oublie, mais lorsqu'on s'attaquait au général de Gaulle avec des formules parfois ironiques ou méchantes, eh bien, la presse de l'époque se retrouvait sous des avalanches de procès. Voilà. Le sénateur Pinatel est venu en parler. Oui, le gaullisme était... Alors aujourd'hui, on fait de Gaulle une sorte d'icône sacrée qui réunit les gens de gauche et de droite, comme Clémenceau ou je ne sais qui, mais De Gaulle était un type qui a énormément, je dirais, combattu la liberté d'expression. En fait, au chef de l'État, oui. Jacques Laurent. Oui. Alors, de ces persécutions, pour les avoir connues là à nouveau, je peux témoigner. Bon, ils n'avaient pas l'air d'en souffrir quotidiennement. Et je pense est-ce qu'il n'y avait pas une part d'acceptation ou tout simplement l'idée qu'après tout, eh bien, quand on est un peu paria, quand on est un peu réprouvé, il y a une solidarité des parias, des réprouvés, un monde des réprouvés, des parias, qui finalement pas plus mauvais, pas plus indéniablement. un peu plus insupportable que celui du mainstream, non? Et puis de toute façon, François Brignot disait aussi toujours que manifestement, la petite flûte de la presse, de notre petite presse, les gênait, puisqu'il nous faisait des procès. Donc, ça les gênait. Donc, ça prouve que ça les gênait. Francis Bergeron, est-ce que Jean Madiran, il souffrait de ne pas passer chez Pivot, de ne pas aller chez Ruquier? Oui, je pense que oui. Objectivement, oui. Et c'est vrai que c'était quand même un scandale. C'était un scandale d'avoir ces interdits, ces tabous concernant ces 2 personnes. Il n'y a pas... Les grands talents de la presse ne sont pas multiples. Là, on avait deux personnes qui, d'ailleurs, si elles avaient géré autrement leur carrière, se seraient retrouvées avec une notoriété et des invitations très différentes. C'est eux qui ont finalement choisi la liberté d'expression plutôt que l'argent, la notoriété, la télévision, les grands médias. C'est leur choix et c'est tout à leur honneur. Oui, un autre point commun, je n'ai pas dit, c'est le manque d'argent aussi, pour toujours bien courir après l'argent pour éditer, pour pouvoir écrire, pour pouvoir informer. Oui, mais je me souviens d'un avocat, justement, lors d'un procès à François Brignot, qui disait « Nous savons que François Brignot n'a pas d'argent et c'est pourquoi il faut le condamner lourdement. » Oui, c'est clair. Autre point, ces 2
personnalités ont été des militants. Mais s'ils ont globalement soutenu Jean-Marie Le Pen, le Front National, la cause nationale, mais plus particulièrement Jean-Marie Le Pen. Ça dépend des moments. Ça dépend des moments. époques. Oui. En fait, ils ne sont jamais engagés directement en politique. Ils n'ont pas pris leur carte au Front Ce qui est National. normal, puisqu'ils étaient journalistes. Un journaliste ne peut pas être militant. Jean-Marie Le Pen le reconnaît dans l'entretien qu'il m'a donné. Et il me dit, mais non, François n'avait pas, il me parle de François Brignot à ce moment-là, François n'avait pas l'âme d'un militant. Et il voulait rester libre. Et puis, on n'achète pas le journal d'un parti, on n'achète pas le quotidien. Enfin, personne ne lit l'Humanité. Personne ne lit l'Humanité parce que c'est le journal du Parti communiste français, enfin du Parti communiste, disons tout court. C'est insupportable. Par contre, on va lire Libération, on va lire des journaux comme ça, qui sont tout aussi détestables d'une certaine manière, mais qui ne sont pas inféodés à un parti. Je crois que Madiran et Brignot avaient parfaitement conscience que la force de cette aventure de présence, c'était d'avoir un journal libre, y compris libre à l'égard des plus proches ou à l'égard de gens dont ils se sentaient relativement proches. Et alors, ils sont libres à l'égard de Jean-Marie Le Pen, parce qu'il va y avoir des hauts et des bas entre Brignot et Jean-Marie Le Pen, entre Jean-Marie Diran et Jean-Marie Le Pen. Et il faut, si vous êtes au milieu du ring, il y a du spectacle. Ça prouve que ce sont des fortes personnalités, voilà. Alors parfois, je me souviens de certaines affaires, notamment l'affaire Maigret-Le Pen ou des choses comme ça. Oui, quand Maigret part du Front Était-il National, nécessaire le président doit prendre position. Autant parti ou de prendre autant position? Bon, après ça peut se discuter. Mais en tout cas, le président ne prend pas position pour Jean-Marie Le Pen à ce moment-là. Voilà, au moment de celle-là, oui, mais il ne prend pas suffisamment non plus position contre Jean-Marie Le Pen. Mais je dirais qu'on voit un petit peu les sentiments effleurés à travers les articles. Ok, on peut critiquer ça, mais parce que c'était aussi des hommes de conviction, c'était des hommes qui avaient un tempérament très très fort, que ce soit Brignot, Madiran, leur fâcherie. D'ailleurs, leur fâcherie entre deux. C'est ce que j'allais dire. Y compris leur fâcherie entre deux. C'est encore dans le ring un autre. Que nous n'avons pas caché. Avec beaucoup d'autres. Madiran, Roland Gaucher, par exemple. Non, mais ne commençons pas. C'est parce que c'était des gens de conviction, c'était des gens qui aimaient, en plus, ils aimaient la polémique, c'est-à-dire le combat des mots, la discussion. Ils grattaient toujours là où ça pouvait faire mal. C'était passionnant. Le combat des idées, voilà, on peut pas dire autre chose. Le combat des idées est quelque chose qui... C'est pour ça que c'était pas des militants, ça non, mais c'était des militants de la parole polémique. Et ça, c'est formidable aussi. C'est un talent. Voilà, mais il n'y a plus de Brignot, il n'y a plus de Madiran. Qui pour les remplacer? Qui a remplacé François Brignot, par exemple? Eh bien, on rêvait, évidemment, on voyait comme successeur à François Brignot Serge de Beketch. C'était évident. Ils s'étaient connus à minute, mais ils se sont retrouvés plus tard de façon beaucoup plus proche. François Brignot a donné des papiers dans le libre journal de Serge de Beketch. Qui voir maintenant? Les époques ont changé, les références ont un petit peu changé tout de même, les façons de s'exprimer. Peut-être un Zemmour, et quand même, dont on peut saluer le courage et les positions, quand même. Moi, quand je lis quelquefois Éric Zemmour dans le Figaro Magazine, complètement, je dirais, à l'opposé de ce que l'on entend dans la grande bourgeoisie française, à travers ces papiers, j'ai un peu l'impression de retrouver François Brignot dans Télémagazine, ce journal auquel on s'abonnait quand on avait la télévision dans les années 60, et on voyait Brignot qui, tout d'un coup, au lieu de commenter le dernier téléfilm de l'époque, partait en vrille, mais dans le bon sens du terme, pour parler d'un avocat de l'Algérie française, pour parler de Bastien Thierry, pour parler de... Enfin, c'était quand même très, très étonnant le risque qu'il prenait personnellement pour faire passer un certain nombre d'idées. Et effectivement, je retrouve un petit peu de ce caractère non conformiste, je dirais, par rapport au milieu auquel il s'adresse d'un Éric Zemmour dans ses papiers du Figaro. Maintenant, les temps ont changé. Oui, toute chose étant égale par ailleurs. Anne Le Pape, politiquement correct ne permet plus grand-chose. Et puis la loi surtout, la loi. Le politiquement correct encore, si c'est simplement une pression psychologique, une pression sociale. Mais aujourd'hui, c'est la loi aussi qui interdit ça. Et puis nous avons aussi des organisations, des organismes stipendiés, nous en avons beaucoup, qui n'ont pas d'adhérents, pas de militants, pas de cotisants, mais qui reçoivent directement de l'argent du gouvernement, de l'argent de nos impôts, pour éplucher tous les jours un présent, éplucher tous les jours les papiers d'Éric Zemmour et d'autres,
pour essayer de voir De les faire taire. où on pourrait agir pour les faire taire. Et ça, c'est quand même une évolution dramatique. Autrefois, ces organisations-là, elles étaient pro-communistes, elles étaient communistes. Donc elles avaient moins l'anticommunisme était plus partagé qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ces organisations ne se sont plus, à part le MRAP et quelques-unes, ne sont plus pro-communistes ou plus au niveau de ce qu'elles étaient. Et puis il n'y a plus l'URSS surtout. Mais du coup, l'argent est allé vers ces gens-là et n'en est jamais reparti. Qui pour succéder à Jean Madiran? Francis Là Bergeron, aussi, à présent? non, Anne Le Pape, non, parce que à Madiran présent. avait une dimension d'analyse de l'Église, d'analyse des structures de l'Église, d'analyse des hommes d'Église, d'analyse des enjeux et de la crise, surtout de la crise de l'Église. Il est né de cette crise de l'Église qui est, je dirais, relativement incontournable. Il y a peu de gens ayant cette acuité dans le regard sur quelques prêtres, je ne sais pas, mais je pense qu'Anne Le Pape les connaît mieux que moi, mais on n'a pas l'équivalent aujourd'hui d'un Madiran. Je ne crois pas, je peux me tromper, peut-être que du côté de l'homme nouveau, peut-être du côté de la Bête Noire, enfin il y a des grands talents, il y a des gens avec une grande culture aussi, ce qu'avait Madiran. Mais l'Église a changé aussi, la crise de l'Église a changé de visage. L'Église n'a plus, et on peut le regretter, mais l'Église, y compris l'Église dite conciliaire, n'a plus le poids qu'elle avait, le magistère qu'elle exerçait. Et lorsque Madiran s'en prenait à Monseigneur Schmitt, l'évêque de Metz, parce qu'il avait dit des énormités doctrinales, théologiques dans son diocèse, eh bien aujourd'hui, ça n'intéresserait plus qu'une toute petite minorité de gens, parce que des évêques en disent beaucoup d'énormités, et qu'il y a une banalisation de ce type de paroles. Et surtout, malheureusement ou heureusement, on n'écoute plus trop ce que disent les évêques. Et voilà. Allez, c'est ce numéro Histoire Actu de présent, deux grandes voix de la droite nationale. Je vous invite vraiment à les découvrir ou à les redécouvrir, bien évidemment, François Brignot, Jean Madiran. Et à les faire découvrir. Ouais. Alors, un dernier mot d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on lit de François Brignot? Qu'est-ce qu'on lit de Jean Madiran? Là, je dis après ça, qu'est-ce que j'achète? Et qu'est-ce que je trouve? Est-ce que c'est réédité? On a entendu votre bio de François Brignot, ça, on l'a bien compris. Mais et c'est important. Sur Internet, on trouve quelques exemplaires de Mon après-guerre de François Brignot, Mon après-guerre, qui est son chef-d'œuvre, des souvenirs, mais surtout un guide du journalisme. Je mets au défi quiconque s'intéresse au journalisme de ne pas dévorer ce livre. Sinon, vous avez la veine policière, avec les rééditions de ces policiers, vous avez la veine Brignot en argot, et vous avez le reporter sur le front de l'histoire, avec l'Anti-89 et la terreur mode d'emploi. Et pour Jean Madiran? Pour Jean Madiran, d'abord Madiran a a beaucoup écrit. Donc on trouve encore ces livres disponibles, notamment chez plusieurs éditeurs. Il m'en faut un, Francis Bergeron. Oui. Alors, l'hérésie du XXe siècle, qui vient d'être édité. Vous êtes d'accord? Bien sûr, vous êtes tous les deux de présent. C'est un livre fondateur pour le... je dirais c'est ce qui motivait, c'est ce qui a motivé toute la vie de Jean Madiran. C'est cette perception d'une évolution mortifère de l'Église, spécialement de l'Église de France, mais pas seulement, et cette imprégnation, à l'époque où il a écrit son livre, de ce qu'on appelait le progressisme, qui était une forme d'adaptation d'un certain clergé au discours communiste. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Il n'y a plus de clergé communiste, ça c'est sûr. D'ailleurs, il n'y a plus beaucoup de clergés. Il n'y a plus de prêtres progressistes. En tout cas, il n'y a plus beaucoup de prêtres. Ils sont très âgés. Il n'y a plus beaucoup de prêtres où ils sont très âgés. Mais par contre, on a toujours, dans l'air du temps, alors c'est devenu politiquement correct, mais vous enlevez le mot progressiste, communiste, encore que Macron remet le mot progressisme à la mode, mais vous enlevez le mot communiste, vous le remplacez par politiquement correct, le bouquin, vous pouvez le relire aujourd'hui de A à Z. Merci beaucoup. Merci pour ce hors-série. Merci. Martial.